Avec cet ouvrage, il ne s'agit pas de refaire une histoire coloniale, il s'agit de prendre en considération tous les acquis de l'école coloniale française, très forte, très riche, sans cesse renouvelée, et même de certains collègues étrangers, et de les confronter aux polémiques, aux débats, aux affrontements même de l'époque actuelle. Il n'y a pas d'un côté l'histoire dans les 2 tiers du livre, puis 1 tiers consacré aux héritages. C'est chaque chapitre qui permet un emboîtement entre le passé et le présent dans le domaine de l'histoire de la conquête, dans le domaine du maintien de l'ordre, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des cultures, dans le domaine du processus de décolonisation. C'est un livre à la fois d'histoire et de citoyenneté. Dans ces chapitres consacrés à l'économie, on étudie la mise en valeur, mais également ce qui se passe à la décolonisation dans les années 60-70, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le développement, et on va jusqu'au temps présent, ce que l'on appelle la coopération économique, franco-outre-mer ou euro-outre-mer également. De même, dans le domaine de l'analyse des frontières, on analyse ce qui s'est passé, la construction des frontières, ce qui évidemment est survenu au moment de la décolonisation avec la création des nouveaux États, et enfin l'enjeu que pose le dessin actuel des frontières, sa remise en cause par des pays avec des tensions, que ce soit au Proche-Orient par exemple, ou en Afrique subsaharienne, ou au Maroc. Une histoire immatérielle, celle des cultures, bien évidemment les Européens découvrent les cultures des autochtones, des indigènes, on cède à l'exotisme, et ensuite ces cultures sont prises en considération dans les héritages, ce qui devient l'anthropologie par exemple, du musée de l'homme au musée de l'immigration, et on débouche sur les héritages actuels. En quoi est-ce que notre France, notre ex-métropole, est confrontée à la pluralité des cultures, au multiculturalisme, au choc des cultures, ce qu'on appelle le communautarisme, voire même aux tensions religieuses. Et cela débouche sur les grands mouvements de livres, de pièces de théâtre consacrés, de films consacrés aux confrontations des différents niveaux, parfois genrés, de ces cultures héritées du passé et à construire dans le présent. C'est un livre qui confronte aussi, qui met en présence les différents processus de colonisation, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le monde ibérique et la France, bien sûr, un temps l'Allemagne, s'entrecroisent les différentes approches et cela débouche aujourd'hui sur les notions de coopération européenne, les grands programmes européens qui replacent l'histoire franco-française dans un dessin stratégique de mise en valeur multilatérale. Nous sommes donc toujours là, dans l'emboîtement entre passé et présent, et bien entendu, dans la partie historique, le livre mobilise les apports des collègues étrangers, américains, canadiens, britanniques par exemple, de plus en plus nombreux à s'occuper de l'histoire de l'Empire colonial français. On peut s'interroger sur la spécificité de l'histoire coloniale française. Dans les années 1830-50, quand la France était en concurrence avec le Royaume-Uni, donc l'Algérie, etc., étaient un petit peu conçus comme des moyens de rétablir la puissance française après la défaite de Napoléon Ier. Plus tard, c'est le challenge de la compétition avec l'Allemagne qui pousse à développer l'Empire pour enrayer la croissance allemande, d'où le traité de Berlin, etc. Donc il y a toujours une ambiance de concurrence. L'Empire, c'est la plus grande France. Et donc, cette histoire explique évidemment la perception de la grandeur française. On est toujours confronté à ça quand on aborde les débats autour du fameux roman national. Par ailleurs, on est confronté à la République. Comment une République démocratique, la Troisième République, puis la Quatrième, pouvait-elle maintenir l'empire colonial tel qu'il était, d'où ces débats entre la démocratie métropolitaine et, je dirais, une conception du maintien de l'ordre quelque peu répressive, voire même brutale à un certain moment. Et donc là, on réfléchit, passé, présent, à la nature de la République, à la force de la démocratie française. Et cela débouche, évidemment, toujours passé, présent,
sur la notion de post-colonial. Comment reconstituer l'histoire de l'Empire français dominant, où les dominants sont forts, sans réfléchir à l'histoire que se construisent aujourd'hui dans l'héritage, mais en coupure également avec celui-ci, ce que l'on appelle les ex-dominés, c'est-à-dire les intellectuels, les hommes politiques, les gestionnaires de musées, de parcours d'interprétation dans les ex-colonies. Donc ça, c'est un enjeu essentiel, bien sûr, et cela débouche aussi sur la réflexion autour de la culture que vivent dans leur ex-métropole les descendants des colonisés lorsqu'ils sont devenus immigrés puis naturalisés français. Enfin, on réfléchit aussi dans ce livre, toujours passé-présent, à l'évolution de ce qu'on pourrait appeler le néo-impérialisme français dans les ex-colonies, c'est-à-dire y a-t-il encore des entreprises, des banques puissantes dans ces pays en train de contribuer au co-développement en concurrence. Là, on est dans une situation de concurrence évidemment très forte, y compris avec des entreprises issues de ces territoires devenus désormais indépendants, des entreprises marocaines ou autres par exemple. Par conséquent, sans cesse, le passé nourrit les réflexions présentes, mais le présent permet de remettre en cause la conception du passé et la perception collective que l'on peut avoir d'un passé qui, au fond, comme toute histoire, n'est qu'une reconstruction ex post, bien évidemment, sauf à prendre en considération, là encore, l'étude de ce fameux roman national tel qu'on l'enseignait dans les manuels de l'enseignement primaire ou secondaire sous la Troisième République.